Robert Darvel, les fascicules, pourquoi? Alors c'est aussi, c'est pareil, c'est Harry Dixon en fait, c'est un ami peintre qui a fait des fausses toiles qui représentent, enfin des vraies toiles qui représentent des fausses couvertures de fascicules de Harry Dixon. On a repris la numérotation là où Jean Ray s'était arrêté parce qu'il était mort, c'est idiot. Donc et puis il a fait une belle expo, je retourne les toiles, derrière il n'y avait pas de texte. C'est quand même un peu se fiche de la gueule du monde. Donc je me suis dit, je vais écrire les textes à partir de ces couvertures, la même contrainte que Jean Ray avait en tant que traducteur et après en tant qu'écrivain. Une fois les histoires écrites, je me suis dit, je vais aller demander, les éditeurs existants vont sûrement trouver ça très bien. Il n'y en a pas un seul qui a été intéressé. Donc je vais au boulot un matin et il y a la DDE qui ferme la route, une déviation, et je passe par le Carmel de Frileuse. Là, je m'arrête parce que c'est joli, je veux prendre une photo et je vois que les bonnes sœurs font des petits travaux d'impression, des cartes, enfin, des trucs comme ça, et des fascicules. Et je me dis, je vais aller demander aux bonnes sœurs d'éditer, d'imprimer les fascicules, et moi je vais les éditer. Je vais me faire éditeur de fascicules grâce au Carmel de Frileuse. En fait, c'est venu de là. C'est pas les bonnes sœurs qui ont édité le truc, mais j'ai été éditeur de fascicules grâce à Redixon et grâce à la DDE. Alors au début, on a sorti, j'ai écrit, je connaissais personne dans le milieu, donc j'ai écrit les histoires. Je bossais un peu dans le milieu du livre avant et dans le milieu de la maquette et de l'édition, donc en mettant toutes les compétences bout à bout, j'y suis arrivé. Et le principe du fascicule m'a amusé, a amusé pas mal de gens, ça aurait pu s'arrêter là, donc j'ai décliné ça sur d'autres choses que Harry Dixon. Il y a eu, tout de suite après, il y a eu Jeanne d'Arc contre le mec des vampires, qui est arrivé comme ça, on ne sait pas pourquoi. Après, j'ai décliné ça, j'ai rencontré des gens qui m'ont proposé des univers à explorer. Il y a eu Green Tiburon, donc c'est un hommage au film mexicain de luchador et de catcheur masqué très amusant. J'ai demandé à une copine qui s'appelle Nelly Chadour de m'écrire quelque chose qui ressemble un petit peu à Angélique Marquise des Anges, mais avec un peu de sade quand même, pour remonter le truc. Donc elle m'a écrit La mariée était en fuite. J'ai Romain D'Huissier qui était là la semaine dernière qui m'a proposé de faire un hommage au film des Shaw Brothers, parce qu'il s'appelle je ne sais plus quoi d'ailleurs. Les Chroniques du Jiang-Hu, c'était le terme de bataille de sabre. Je ne sais plus comment, le Shambara, voilà. Donc il me décline ça. J'ai aussi quelqu'un qui m'a dit tiens, ça sera amusant de faire les aventures de Béla Bartok contre les nazis. Je dis pourquoi pas, allez hop, on fait ça aussi, etc., etc. Et là, ce qui va sortir, ce qui a été en route avec Sérénade Sélénite, c'est une histoire du système solaire en 1920, où j'ai demandé à 10 illustrateurs de faire 10 couvertures à partir de titres que je leur ai donnés concernant chaque planète, c'est-à-dire miasme mécanique sur Mercure ou vénéneuse Vénus, ou ce genre de choses, avec une allitération amusante. Donc je dispose des 10 couvertures. J'ai sélectionné 10 auteurs à qui je donne la contrainte. Ils écrivent leur texte à partir des couvertures que m'ont fait les illustrateurs, ce qui donnera une histoire du système solaire en 1920. Voilà, etc. etc. Je me débrouille bien pour un Brice Tarvel, je trouve. Enlève ton masque, on t'a reconnu. Parce que Brice Tarvel écrit aussi des choses chez moi. Voilà, et Brice Tarvel étant aussi un amateur de Harry Dixon, il en a écrit chez Malpertuis et il écrit d'autres choses dont c'est Nus Nus Sombrelieu. Sombrelieu, oui, l'homme Chez... au ventre de cuir. Voilà, mais pourquoi cette volonté de faire du fascicule? Parce que, comme C'est... vos collègues ici, vous pourriez sortir des livres. Bah oui, non, mais des livres, il y en a plein. Hein. Non, c'est comme ça, c'est le hasard qui a fait que j'ai trouvé ça amusant. En fait, au début, je suis parti pour continuer les Harry Dixon tels qu'ils se présentaient jusqu'en 1938. Y compris au niveau de numérotation, j'avais Au vu. niveau de la numérotation, il s'est arrêté au 178, il a écrit le premier chapitre du 179, Jean Ray. On a laissé un espace de courtoisie d'un truc et on a repris au 181. Voilà. Et je dispose de 33 couvertures pour l'instant. Donc, Bon, c'est pas fini. nous allons pouvoir lire encore beaucoup de fascicules Harry Dixon. C'est très bien. Dimitri, on pourrait peut-être revenir un peu, parce que comme vous avez commencé, vous avez été un petit peu bref, vous pourriez peut-être nous parler un peu plus de vos romans. Parce que quand je vous ai présenté tout à l'heure, et que j'ai présenté les éditions de L'Homme sans nom, j'ai dit que vous étiez orienté plutôt fantasy, et je le maintiens, en dépit de ce qu'on a essayé de me faire dire par ailleurs, comme quoi j'avais fait des erreurs de présentation, n'est-ce pas, Malpertuis. Vous avez quand même pillé, parce que moi je me souviens, j'avais découvert les éditions de L'Homme sans nom avec Alexis Flamand, avec la série d'Alamander et ses poulpes de guerre Tout terrestre, à fait, oui. etc. Donc, et là on était en pleine fantaisie.
On était en pleine fantaisie, même si on va se rendre compte avec le volume 4 qui arrive en juillet, qu'on n'est peut-être pas que en fantaisie. Ils m'en veulent tous. Oui, et effectivement, comme mes collègues de Malpertuis qui ne font pas que des anthologies de nouvelles, je ne fais pas que de la fantaisie. Mais les jeunes auteurs français ayant tendance essentiellement à écrire de la fantaisie, c'est avec la majorité des manuscrits qu'on reçoit sont en fantaisie. Les premiers manuscrits que j'ai eus, et quand on débute, on n'en reçoit pas beaucoup. C'est une fois qu'on commence à arriver en librairie que les gens se rendent compte que tiens, il y a un nouvel éditeur, je vais lui envoyer mon texte. Et je suis parti donc avec deux romans de fantasy qui sont Le cycle d'Alamander d'Alexis Flamand. On est sur une fantaisie un petit peu originale et décalée. Et Illuvendan, qui est un roman à quatre mains et où on est sur une fantaisie un petit peu steampunk. Donc on était déjà dans le steampunk avant que ça commence à exploser complètement. Et après, l'idée était voilà, comme je disais tout à l'heure, de fonctionner au coup de cœur. J'ai eu beaucoup de coups de cœur sur des textes de fantasy, avec La Dernière Terre, qui est de la dark fantasy. J'essaie à chaque fois de me diversifier, de ne pas faire tout le temps la même fantasy. Et donc j'ai du fantastique, car moi aussi j'aime beaucoup le fantastique, et le bon vieux fantastique à l'ancienne. On part d'une situation vraiment dans le réel, avec ce fantastique qui va venir grignoter le réel, avec le songe d'Adam, dont l'auteur sera en dédicace ici le 29 d'ailleurs. Donc j'en profite pour en parler un petit peu. Donc un très beau roman de fantastique. Vont arriver également un texte de SF, un thriller d'anticipation biologique, pour repartir avec des noms un petit peu étranges en matière de genre, qui est le deuxième roman de l'auteur d'Illuvendan. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est aussi très agréable quand on est une jeune maison et qu'on démarre avec des auteurs. Voilà, ils ont fait un premier texte et c'est de les accompagner sur leur deuxième écrit. Parce que eux se rendent compte qu'ils basculent de la personne qui a écrit un roman à je suis en train de devenir un véritable auteur. Et c'est une démarche qui est très très agréable d'accompagner quelqu'un sur ce chemin-là. J'ajouterais que Le songe d'Adam, chose rarissime aujourd'hui, non seulement chez L'Homme sans nom, mais chez les éditeurs en général, est un volume unique. Tout à fait, oui. C'est vrai j'aime bien faire des sagas, mais faire des volumes uniques de temps en temps est quand même quelque chose d'agréable. Les lecteurs ne sont pas toujours dans l'envie d'avoir quelque chose où ils vont devoir attendre 8 ou 10 ans pour avoir une saga complète. Donc avoir comme ça des volumes uniques peut proposer des expériences un petit peu différentes et je pense que c'est une bonne approche. Voilà, sur une maison d'édition, je propose plutôt des sagas, d'avoir de temps en temps comme ça un one-shot peut être quelque chose de plaisant. Merci. Ben, je vais peut-être dire quand même un mot aussi de Rivière Blanche. Là, je prends mon autre casquette. Et donc, Rivière Blanche, qui est le quatrième éditeur présent ici, c'est une maison d'édition qui a été fondée il y a 10 ans par Jean-Marc L'Officier, qui était un grand amateur et qui est toujours un grand amateur, d'une part de littérature populaire et au sein de la littérature populaire, surtout de science-fiction. Et donc, il a pris comme directeur éditorial Philippe Ward, qui est lui-même un auteur et qui est lui-même un amateur multigenre, mais entre autres un grand passionné de science-fiction populaire et de Harry Dixon aussi, d'ailleurs, il faut bien le dire. Et donc, Rivière Blanche, eh bien, c'était l'hommage à la collection Anticipation du Fleuve Noir, et en même temps le constat à l'époque, il y a 10 ans, que la littérature vraiment populaire de genre en France n'existait quasiment plus. Et donc Rivière Blanche au début a commencé par récupérer les manuscrits des vieux auteurs du Fleuve Noir qui avaient été jetés lors de la fermeture de la collection au fleuve. Et donc, très vite, Rivière Blanche s'est retrouvée avec d'une part des auteurs comme Richard Bessières, Max-André Régent, Daniel Piré, Pierre-Jean Hérault, qui étaient vraiment des piliers du fleuve depuis ses débuts, et donc qui s'est mis à publier des manuscrits inédits, et en même temps a commencé à avoir un certain nombre de jeunes auteurs qui étaient des auteurs qui avaient été nourris par le fleuve et qui avaient envie d'écrire donc une littérature qui, à cette époque-là, paraissait un petit peu décalée.
Et donc, c'est ce qui donne, au bout de 10 ans, plus de 200 volumes, avec à côté la réédition, parce que Jean-Marc L'Officier est un passionné, donc de certains cycles, comme la saga de Madame Atomos, qui était sortie en angoisse de André Karoff, autre pilier à la fois en science-fiction et en angoisse. Et puis maintenant, Rivière Blanche, qui publiait à l'origine plutôt des romans, s'est mis à faire des anthologies de nouvelles. Donc, comme ça, tout se mélange, mais des anthologies de nouvelles plutôt thématiques, dont Romain D'Huissier, avec sa dimension super-héros, c'était l'année dernière, et il était là, donc la semaine dernière, il en a parlé. Donc, voilà un petit peu une brève présentation de Rivière Blanche. Mais je pense que ce qui... Pardon, j'ai un chat dans la gorge. Je pense que ce qui pourrait être intéressant, donc, ça serait de revenir un petit peu sur les raisons pour lesquelles vous vous êtes tous lancés dans l'édition, parce que à une époque où on dit que l'édition se porte mal, alors surtout l'édition papier, peut-être pourquoi avoir, entre guillemets, le courage de se lancer dans l'édition? Pour faire fortune? Je vais commencer. Bah oui, faire fortune, pourquoi pas. Non, mais faut pas s'interdire des ambitions. Quand j'ai monté l'édition de L'Homme sans nom, je savais que ça serait difficile et que j'allais pas pouvoir nager dans une piscine de champagne au bout de 6 mois. Mais le but ne reste pas moins de réussir à en vivre à terme. Pourquoi j'ai monté ça, c'est que j'ai travaillé dans le milieu du livre depuis mes études, dans le milieu de la création littéraire, j'ai fait un petit peu de journalisme. Et quand ça s'est arrêté dans la maison d'édition de manga où j'étais, je me suis dit pourquoi pas. Je connaissais des jeunes auteurs qui avaient des textes, qui cherchaient des éditeurs. Je me suis dit voilà, on va essayer de les accompagner. Et vu que j'avais les textes, j'avais les compétences, j'avais le choix entre passer le permis, acheter une voiture et monter une maison d'édition. Je me suis dit que monter une maison d'édition, ça serait plutôt mieux en fait. Oui, mais du coup, vous ne pouvez pas aller prendre votre voiture pour aller démarcher les librairies. Non, et c'est pour ça que j'ai des auteurs avec qui il faut que je m'entende bien, parce que c'est eux qui ont le permis qui m'accompagnent. C'est une des conditions. C'est une des conditions. Les auteurs qui n'ont pas le permis ne peuvent pas signer chez L'Homme sans nom. Ouais. C'est un scoop que vous venez d'apprendre là. Moi, je voudrais corriger, Jean-Luc, désolé, corriger ce que tu viens de dire, puisque tu as parlé du courage de faire ce genre de choses. Moi, j'utiliserais le terme d'inconscience. Parce que, bon, on se lance, on croit que ça va être, je dirais pas facile, mais bon, voilà, relativement faisable. Et puis, chemin faisant, on se rend compte qu'il faut apprendre un certain nombre de choses en typographie. Qu'il faut devenir un petit peu graphiste pour faire des couvertures, et puis qu'il faut apprendre la comptabilité, voire la fiscalité. Les choses s'accumulent, et puis on dirait, à certains moments, on se dirait, je pourrais laisser tomber, mais en fait, c'est pas possible, parce qu'il y a un public qui nous attend, et ça, c'est quand même le truc qui fait du bien, c'est qu'on se rend compte qu'on a quand même réussi à créer une certaine attente. Il y a des gens qui se disent, bah tiens, les prochaines sorties Malpertuis, ça va être pas mal. Moi, il m'arrive, anecdote qu'on aime bien raconter, il m'arrive de temps en temps de recevoir de 1 ou 2 lecteurs fidèles un chèque en blanc, littéralement, et avec une lettre qui dit « Envoyez-moi vos dernières parutions ». Donc là, on se dit on a réussi quelque chose. On a aussi un fidèle à chaque festival d'Épinal qui vient systématiquement faire son rituel, c'est-à-dire prendre toutes nos nouveautés. Ça aussi, ça fait plaisir. Donc voilà, on part un peu pour une aventure qui, je dirais, peut à certains moments se révéler coûteuse, mais qui apporte des satisfactions. Et puis, comme disait Thomas aussi tout à l'heure, arriver à faire sortir de l'ombre un auteur dont on juge qu'il est bon, qu'il est d'un bon niveau, et puis que ce soit reconnu. Et même et surtout, quand on voit cet auteur partir après pour des perspectives peut-être plus intéressantes financièrement pour lui, signer chez un éditeur plus grand, eh ben, on n'est pas dans la perspective égoïste de dire « Ah zut, il nous a lâchés », on est très content pour lui, et puis on est fier de l'avoir repéré, d'avoir eu du flair, quoi.